Bonjour à tous. Alors pour débuter 2013, je vous propose une nouvelle chronique. Et cette fois, j'ai décidé de me glisser dans les coulisses de l'Assemblée pour vous faire découvrir l'envers du décor. Ces derniers temps, nul n'a pu passer au travers de l'actualité sans se poser la question du mariage pour tous. Des unes de journaux aux émissions télévisées, en passant par les manifestations ou les soirées mondaines, les caricatures se font nombreuses, de l'homophobe catho à l'homosexuel démago. Le renforcement de l'offensive des pros, comme des anti-mariages homosexuels, marque le début d'une période agitée à l'Assemblée. En effet, pas plus tard qu'hier, donc mardi 29 janvier, l'hémicycle de l'Assemblée nationale ouvrait le débat du texte de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe selon les thèmes juridiques consacrés. Ainsi, jusqu'au 10 février, week-end et nuit compris, députés de gauche comme de droite devront discuter les termes d'un projet phare du quinquennat de M. Hollande. Et donc, à l'aube de cette décision tant attendue, j'ai choisi d'interroger Mme Corinne Narassiguin, députée PS des Français établie hors de France. Je vous laisse écouter. Alors, Madame Narassiguin, vous êtes engagée dans cette lutte pour l'égalité des couples hétérosexuels et homosexuels, avec le souhait d'un projet qui rassemblerait les Français autour d'un objectif social, à l'image des Québécois qui ont voté en 2002 l'égalité des couples homosexuels et hétérosexuels à l'unanimité. Pourtant, aujourd'hui, on voit qu'en France, cette question déchaîne les passions et renforce les clivages. Alors, est-ce que finalement, ça contribue pas à stigmatiser les couples homosexuels en mettant en avant une différence dans la manière de légiférer à leur sujet ? Je pense au contraire qu'on a besoin d'avoir ce débat et de passer cette loi pour que les couples hétérosexuels et les familles homoparentales puissent sortir, en tout cas pour les familles, de la clandestinité et avoir cette légitimité dans le droit, dans la loi française, que leur citoyenneté à part entière ne puisse plus être contestée. Et je note que cette stigmatisation a été notamment entretenue par une droite qui a préféré avoir un débat sur le débat pendant plusieurs mois, plutôt qu'un débat sur le fond. Parce qu'il faut bien comprendre que, pour l'exemple que vous citiez en 2002 au Québec, la proposition de loi n'était pas unanime au départ. D'accord. Il y avait une forte résistance, et c'est au terme du travail parlementaire auquel ont pleinement participé les députés de l'opposition qu'ils sont arrivés devant l'évidence de la réalité de ces familles et de la réalité de la légitimité de fonder une famille et de leur besoin de sécurité juridique pleine et entière, que les députés de l'opposition se sont ralliés à ceux de la majorité. Et donc, ça, je regrette que cette participation pleine et entière au travail parlementaire n'ait pas eu lieu pendant les plusieurs mois d'audition. Alors justement, vous parliez du fond. Donc la majorité a décidé de ne pas engager la procédure accélérée, ni le temps programmé qui aurait permis de fixer à l'avance la durée des débats. Et donc c'est une manière de valoriser à travers cette décision une forme de liberté du temps de parole qui est donnée à l'opposition. Est-ce que selon vous, c'est respecté pour l'instant? Est-ce qu'on a constaté un réel échange de fond à l'hémicycle depuis hier? Ou est-ce que c'est plutôt une guerre des partis qui prend prétexte sur ce débat sur l'homosexualité? Il y a clairement des clivages politiques dans ces positions, mais on a vu pour l'instant... je dois dire, je suis assez surprise en fait, parce que je trouve que autant la majorité était assez constante dans la façon dont elle a argumenté ses positions depuis le départ, que ce soit pendant les auditions, dans les questions qu'on a pu poser aux intervenants et pendant la commission des lois, autant je trouve que l'opposition jusqu'à présent en hémicycle n'a pas été à la hauteur de l'argumentation qu'on a entendue d'eux en commission. Donc j'espère que ça va s'améliorer rapidement. D'accord, on va suivre ça alors. Voilà. Mais je pense qu'il y a un débat nécessaire qu'il y a à avoir, et j'espère effectivement qu'on ira jusqu'au bout de ce débat et qu'on n'arrivera pas à tourner en rond sur 4 ou 5 mêmes arguments pendant des jours et des jours. D'accord. Et alors justement, la majorité a beaucoup insisté sur l'égalité, notamment l'égalité de tous les citoyens. Alors pourquoi refuser catégoriquement de faire un référendum? Là, c'est vraiment une question, d'une part, institutionnelle, constitutionnelle, et d'autre part, je pense aussi même de respect de l'esprit de ce qu'est la République et la démocratie française, en fait. Mais la démocratie française, c'est aussi de donner la parole au peuple.
on est dans une démocratie parlementaire, une représentation, et la Constitution, clairement, dit que les questions de société ne sont pas incluses. Il n'y a pas d'inclusion des questions de société, et les majorités à l'époque qui ont modifié l'article 11 de la Constitution, qui sont aujourd'hui dans l'opposition, qui donc sont ceux qui réclament ce référendum, sont ceux-mêmes qui avaient dit explicitement qu'il n'était pas raisonnable d'inclure les questions de société dans l'article 11 de la Constitution permettant les référendums, parce que c'est sujet à démagogie, et qu'il est hors de question qu'on utilise les référendums à cette fin. Et par ailleurs, là où je dis que ça serait contraire à l'esprit de notre République, c'est que je pense qu'on ne doit pas, par principe, et c'est pour ça que c'est une bonne chose qu'on ne l'inclut pas dans l'article 11 de la Constitution, c'est une mauvaise chose de demander à la majorité son avis pour accorder de nouveaux droits à une minorité. Je pense que c'est un mauvais principe, parce que là, il s'agit de valeurs fondamentales de la République, et que même si on est certain de gagner le référendum, c'est une mauvaise pratique que de poser ce type de questions au référendum. Certains, donc vous êtes persuadé que dans les citoyens français, la majorité voterait pour c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les sondages. Maintenant, moi, je veux pas, justement, le référendum n'aura pas lieu, donc je ne pourrais pas vous le dire. C'est ce qu'on voit dans les sondages, mais je vous dis, indépendamment du résultat, pour une question dans la République de protection des minorités, on ne soumet pas la question de l'accès à un nouveau droit qui n'enlève rien à la majorité. On ne soumet pas cette question à la majorité, c'est une mauvaise pratique. D'accord, mais alors justement, donc l'opposition le problème qui se pose semble être justement le terme de mariage. Alors pourquoi ne pas essayer de faciliter un peu la démarche en simplement réformant le PACS ou en créant une nouvelle union qui aurait donné les mêmes droits sans utiliser le terme polémique de mariage? Effectivement, c'est ce que propose l'opposition. Mais nous sommes dans une démarche d'égalité des droits. Nous voulons que tous les citoyens soient reconnus à part entière et les mêmes droits et les mêmes devoirs, quelle que soit leur orientation sexuelle. Alors, les enfermer dans un contrat qui leur serait spécifique, leur refuser l'accès à un contrat civil, une union civile républicaine, une institution républicaine, comme celle du mariage, c'est une liberté fondamentale d'avoir le droit de se marier. Leur refuser ça n'est pas l'égalité pour nous. Donc on est vraiment dans une démarche d'égalité ici. Et justement, l'égalité, est-ce qu'elle n'est pas déjà mise à mal dans votre projet de loi, dans le sens où l'égalité entre les enfants peut poser problème, puisque on pense qu'ils ont déjà été abandonnés par leur première famille lors de quand on parle d'adoption, et ensuite ils seront élevés sans père ou sans mère, et donc la question de l'adoption pose le problème de l'égalité entre les enfants. Alors, on a depuis longtemps le droit d'adopter en tant que célibataire, qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel. Là, on est adopté par un parent seul, donc j'ai un petit peu de mal à comprendre aussi dans ces cas-là l'argument. Par ailleurs, il n'y a aucune étude sérieuse aujourd'hui, ça fait des décennies dans certains pays où il y a des études qui ont lieu, qui montrent que les parents homosexuels sont moins capables d'élever des enfants que des parents hétérosexuels. Ces enfants s'en sortent dans la vie ni mieux ni moins bien. Ils grandissent normalement à partir du moment où ils ne sont pas stigmatisés par une société qui trouve anormal d'avoir de père ou de mère. Donc je pense pour l'instant, on voit que la stigmatisation est encore présente. Voilà, mais je pense que on ne sortira pas de cette stigmatisation tant qu'on ne légitimera pas le droit des homosexuels à être reconnus comme des parents comme les autres. Et donc c'est aussi pour ça qu'on est dans cette démarche d'égalité, parce que il y a des familles, et puis il faut bien comprendre que, comme je vous le disais, il y a déjà des homosexuels qui adoptent aujourd'hui en tant que célibataires, et qui ensuite élèvent des enfants avec un conjoint. Et donc il y a plein de familles homoparentales qui existent déjà. Il y a des familles homoparentales qui existent parce que ils ont fondé une famille d'une autre façon que par l'adoption. Sous ces enfants, ils existent. Et l'égalité des droits entre les enfants, c'est de pouvoir s'assurer que tous ces enfants aient droit à la même sécurité juridique par rapport à la reconnaissance des droits parentaux, et donc la pleine reconnaissance des deux parents qui les élèvent. Et donc aujourd'hui, on a souvent des situations où il y a un seul parent qui a les droits parentaux. Que se passe-t-il si quelque chose arrive à ce parent, ou s'il y a une séparation? Que se passe-t-il par rapport au deuxième parent? Est-ce que l'enfant, du coup, si celui qui est adopté en tant que célibataire meurt, et que le deuxième parent, qui joue clairement le rôle de parent, n'a pas eu le droit d'adopter aussi cet enfant,
Est-ce que cet enfant va devoir être repris par la DAS, repassé par un nouveau processus d'adoption, etc., alors qu'il a déjà dans sa vie quelqu'un qui s'occupe de lui pendant des années et qui joue ce rôle de parent. Donc c'est dans cette démarche-là qu'on est dans la question de la protection des enfants. D'accord, mais donc après le projet initial donc de l'ouverture du mariage, selon les termes du projet de loi, ensuite est venue automatiquement la question de l'adoption, qu'on évoquait à l'instant. Et puis maintenant, c'est la question de la procréation médicalement assistée qui est mise sur le tapis. Et le 15 janvier, d'ailleurs, lors des questions au gouvernement, vous êtes adressé à Madame Taubira en affirmant la nécessité de cette PMA pour les femmes et dont le projet de loi devrait être présenté en Conseil des ministres en mars 2013. Et aujourd'hui, on voit donc la circulaire signée par Madame Taubira qui parle cette fois de la gestation pour autrui. Donc voilà, c'est un enchaînement de choses qui étaient a priori pas initialement présentées comme telles dans le projet. Est-ce que c'est pas mener un combat qui était un peu masqué au départ et qui pousserait à aller plus loin dans un débat éthique qui n'était pas l'objectif initial demandé par les Français? On n'a rien masqué puisque tout est sur la table depuis le départ. Dès que le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres au mois de novembre, nous avions dit que pour nous la question de la PMA était liée et qu'il faudrait la traiter. Donc à partir du moment où les femmes vont pouvoir se marier et adopter l'enfant de leur conjoint, parce que c'est bien ça aussi qu'il faut comprendre hein, du point de vue de l'adoption. C'est pas, il va y avoir peu d'adoptions d'enfants en fait orphelins. Ce sera essentiellement des adoptions intrafamiliales, c'est-à-dire des adoptions de l'enfant du conjoint. Et donc on va permettre à des femmes d'adopter l'enfant de leur conjointe. L'État français ne peut pas continuer à fermer les yeux sur la manière dont ont été conçus ces enfants. Pour beaucoup, ces enfants sont nés par PMA à l'étranger ou alors par des inséminations artisanales. Elles se débrouillent, elles demandent à un ami, ce qui peut poser d'autres problèmes juridiques après vis-à-vis du rôle de cet homme qui a donné le sperme et est-ce qu'il doit être reconnu pleinement comme parent, comment ça se passe avec la deuxième mère, donc ça cause toutes sortes de complications. Et puis il y a des femmes qui se mettent encore plus en danger en achetant du sperme congelé sur internet, hein. Il faut quand même le savoir parce que le désir d'enfant d'une femme, qu'elle soit hétérosexuelle ou homosexuelle, il peut être très fort. Le désir de maternité, il est légitime et loi ou pas, ces femmes voudront avoir des enfants et auront des enfants. Certes, mais ça allait beaucoup plus loin que la simple ouverture au mariage. Et donc c'est pour ça que nous avons mis cette question de la procréation médicalement assistée sur la table. Nous avions dit depuis le début que nous souhaitions que cette question soit traitée. Tant que nous n'avions pas d'autres opportunités de le faire, nous avions proposé de déposer un amendement dans le cadre de ce projet de loi, puisque pour nous c'était une conséquence directe de l'accès à l'adoption. Mais à partir du moment où on peut le faire de manière plus complète et plus sûre juridiquement dans un projet de loi proposé par le gouvernement, nous avons accepté donc de ne pas déposer d'amendement aujourd'hui dans le projet de loi. Donc cette question sera forcément débattue puisque l'opposition met cette question sur la table et que les Verts et le Front de gauche déposent des amendements. Donc il y aura une discussion en hémicycle, mais elle n'ira pas très loin sur le fond. Puisque les amendements seront rejetés et que nous voulons plutôt avoir cette discussion de manière plus approfondie dans le cadre du prochain projet de loi. Donc ça, il n'y a pas d'entourloupe. Tout est sur la table. On a été très très public par rapport à toutes les discussions qu'on a eues. Les auditions, etc. ont été publiques. Donc on peut ne pas être d'accord avec nos positions, mais on ne peut pas nous reprocher d'essayer de faire les choses en catimini. D'accord, merci. Dernière question. Donc, de nombreux pays ont déjà accepté le mariage homosexuel. Donc, on a la Belgique, l'Espagne, la Norvège, le Canada et aussi de l'Allemagne. Et donc, on a parfois évoqué une France en retard, voire archaïque à ce niveau-là. Toutefois, nos voisins donc allemands ont procédé par étapes en acceptant une union dans tous ses droits, mais sans adoption plénière. Alors, est-ce que ça aurait pas été plus simple et moins de débats et de passion que de suivre cette démarche en France? Alors, en Grande-Bretagne, ils avaient aussi fait ça. Et puis, bientôt, dans le courant de l'année probablement, peut-être d'ici l'année prochaine, le gouvernement conservateur, au nom du conservatisme d'ailleurs, c'est très intéressant, va ouvrir le mariage, donc l'égalité totale entre les couples. Hein. Donc, on a commencé cette marche-là il y a très longtemps, il y a 14 ans, 13 ans, avec le vote du Pacs en 1999. Je pense qu'il n'était plus nécessaire en France de passer par une deuxième étape intermédiaire. Là, nous avons déjà eu cette première étape intermédiaire. Donc on passe du Pacs à la GPA tout d'un coup. Le 13e. On passe pas à la GPA. Personne n'a proposé aujourd'hui de légaliser la GPA. Par ailleurs, je rappelle que la GPA est majoritairement une demande de couples hétérosexuels avec des problèmes de fertilité particuliers. Que dans les pays où elle existe,
C'est pour répondre à cette demande qu'elle a été légalisée et ce n'est que par voie de conséquence qu'elle profite aussi à des couples homosexuels, sachant que parfois elle est interdite pour les couples homosexuels. Par exemple, l'Inde vient d'interdire explicitement aux couples homosexuels d'y avoir recours. Il n'y a que les couples hétérosexuels mariés qui peuvent y avoir accès. Donc ça n'est pas lié à la question du mariage. Cette question, elle a déjà été posée en 94 en France, elle a été tranchée, la GPA est pénalisée, ne remettons pas ça en cause. Tout ce que la circulaire d'ailleurs qui n'est pas encore signée, hein, c'est quelque chose qui est en travail, il y a une fuite dans la presse, mais c'est un travail qui est en cours. Et Christiane Taubira, c'est même pas non plus là des choses en catimini. Christiane Taubira en a parlé ouvertement pendant l'examen de la commission des lois du texte il y a 2 semaines et on n'a pas entendu de cri particulier de l'opposition sur la question qui est une question basique d'application du droit français qui existe déjà, on ne change pas le droit, qui dit que tout enfant de parents français est français. Et donc tout ce qu'on demande, c'est que les tribunaux, les greffiers, les consulats appliquent la loi française sans chercher comment l'enfant a été conçu, parce qu'il est écrit nulle part dans la loi que avant que pour établir un certificat de nationalité française à un enfant d'enfant français, on doit aller chercher comment l'enfant a été conçu. Donc c'est tout ce qu'on dit. Voilà, donc il y a même pas de droit parental. Donc l'état civil reste pour ces enfants très souvent, va rester très souvent des droits des états civils étrangers. Souvent le deuxième parent du coup ne sera pas reconnu puisque un acte de naissance d'enfant né par GPA ne peut pas être transcrit dans le droit français. Donc ça ne change pas pour l'instant avec cette circulaire. Ça va juste permettre à ces enfants d'avoir des papiers français. C'est tout ce que ça fera. Il n'y aura pas de changement par rapport aux questions de filiation, pas de changement par rapport aux droits parentaux dans cette circulaire. C'est vraiment un rappel de l'application du droit français tel qu'il est déjà aujourd'hui. Et on n'a aucune proposition de changer la loi sur la GPA en France. Donc ça n'a rien à voir. Tout ce qu'on propose, nous, c'est de passer du PACS au mariage et oui, dans un deuxième temps, à la procréation médicalement assistée. D'accord, madame. Eh bien, nous allons suivre les débats avec attention jusqu'au 10 février. Merci beaucoup.